et bienvenue. Je suis Magali Moignet et je m'occupe donc de Titane pour la France et les pays francophones. Bienvenue donc pour ce webinaire, ce nouveau webinaire de la Titane Academy France. On va attendre quelques secondes, quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. J'ai le plaisir d'être directement au cabinet. Alors, on a deux caméras allumées, mais donc du docteur Depapé à Strasbourg, orthodontiste spécialisé. On a aussi avec nous donc, le docteur Philippe Gérante, omnipraticien et occlusodontiste à Lyon. On va peut-être commencer les présentations en attendant que tout le monde se connecte. Philippe peut y aller. Non, non, vas-y. Docteur Gérante, vous commencez? Allez. Ah bah non, non, c'est en tête de liste, vas-y. Ouais. Ouais, écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous en fin d'après-midi aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on doit faire ce webinaire avec Magali et je me joins à Philippe pour cette visio. Et je pense que ça va être, c'est un truc qu'on monte depuis un petit moment. Ça commence à être vraiment clair et vous allez voir que la pratique qu'on a mis en place est quelque chose qui est très reproductible et en fait qui va expliquer pas mal de choses sur toutes les malocclusions et surtout une prise en charge qui est reproductible et facilement utilisable au jour le jour dans un cabinet d'orthodontie. Là, on voit pas mal de monde. Donc, j'espère vous donner envie de l'utiliser. À vous, docteur Gérante, peut-être? Ben oui, moi j'insisterai un peu plus sur le besoin de collaboration sur la prise en charge des patients dans un cadre pluridisciplinaire avec les réseaux de kinés, d'ostéos, d'orthophonistes, d'ostéopathes, oui, je l'ai déjà dit, de podologues. Et puis, des entrées, d'arrivées de patients dans les cabinets qui sont multiples et variées. Et Tisane est un outil qui nous permet effectivement de communiquer, d'échanger avec les différents partenaires et de garder toujours à l'esprit dans la finalité la capacité de communication avec le patient pour qu'il comprenne la prise en charge et de pouvoir communiquer avec les autres partenaires. Et là, le partenaire final, dans les cas que je présenterai, ce sera la relation avec l'orthodontie. Voilà, c'est un match qui est très intéressant sur ce que les professionnels peuvent s'apporter mutuellement pour un résultat final très favorable pour le patient. Voilà. Merci. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent à cette invitation. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu organiser ça avec vous. Je voudrais rappeler aux participants qui peuvent poser les questions dans la rubrique donc questions-réponses en bas de l'écran. On prendra un temps à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez les poser tout au long du webinaire et on y répondra à la fin. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont arrivés donc, en cours de route, je suis Magali Moignet, donc je m'occupe de Titane pour la France. Vous aurez un petit récapitulatif avec mes coordonnées à la fin, dans les jours qui suivent avec le replay que vous pourrez revoir. Et pour les personnes qui souhaitent donc en savoir plus et surtout découvrir comment fonctionne le test pas à pas, vous pourrez me contacter sans souci et je répondrai à toutes vos questions. Bon webinaire à tous et puis donc je vais laisser la parole au docteur Depapé. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer un petit peu à vous parler d'orthodontie neuromusculaire et mon interaction avec l'électromyographie de surface qui est l'outil de Titane et aussi d'occlusodontie. Avant toute chose, là où on peut se poser la question, qu'est-ce que l'orthodontie? Si on veut la médicaliser un petit peu, en fait, on peut la médicaliser par le biais de réseaux de soins, parce qu'on va éviter de se dire que l'orthodontie est limitée à l'utilisation de braquettes autoligues ou autoligues avec des fils plus ou moins rigides. Je pense que l'orthodontie mécano-mécanique est aujourd'hui un peu dépassée et c'est à travers en fait ce réseau de soins, le CEPROF,
qui communique en Alsace et aussi maintenant au niveau national, que j'ai appris à voir ce côté médical de l'orthodontie. Donc, avec toutes ces spécialités qui sont les rhumatologues, les occlusaux, le chirurgien maxillofacial, les kinés, et tous les gens qui vont interagir, alors pas forcément ensemble tout le temps, mais on va choisir les bons interlocuteurs pour adresser au meilleur moment, pour avoir une synergie de travail. Et cette synergie va nous permettre de comprendre un petit peu comment une malocclusion va se mettre en place et pourquoi on réussit ou pourquoi on a des échecs de nos traitements. Et tout cet équilibre de personnes nous amène à comprendre effectivement cet équilibre neuromusculaire, cette importance de cet équilibre neuromusculaire qui va entrer complètement dans notre diagnostic pour amener à avoir une thérapeutique adaptée à ce diagnostic dynamique. Alors, je vous parle de diagnostic dynamique et je vous parle d'électronographie, mais c'est pas tout, c'est pas tout neuf. Dès les années 85, dans une quarantaine d'années, on a ces concepts de stabilisation. Ces concepts de stabilisation vont être enregistrés avec des électronographes qui sont déjà italiens à la base. Moi, c'est ce que j'ai utilisé quand j'ai fait ma thèse il y a plus de 20 ans. Et on va voir que sur ce graphique, on va avoir deux éléments notoires, enfin trois éléments notoires. On va avoir les masséters droit-gauche, donc c'est la ligne rouge et grise, et on va avoir l'activité linguale en jaune. Donc c'est sus-hyoïdien comparé aux infra-hyoïdiens, donc abaisseur et releveur de la mandibule. Et en fait, les premières études ont cherché à comprendre quantitativement si on avait un apport de l'électronographie pour comprendre effectivement l'importance d'une activité par rapport à une autre. Et dans le côté quantitatif, en fait, c'est pas très intéressant. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait chercher l'équilibre. Donc, on a évoqué l'équilibre neuromusculaire. C'est l'équilibre entre les différents groupes musculaires qui vont en fait nous donner une stabilité ou une instabilité de l'occlusion. Dans les études électromyographiques, on a repéré en fait, quand on a étudié en fait ces déglutitions atypiques et ces dysfonctions linguales, on a repéré un schéma assez pertinent qui en fait s'appelle donc un schéma de langue dominante où on va avoir les groupes en fait abaisseurs de la mandibule qui vont supplanter les releveurs de la mandibule. Et donc, en fait, si ces muscles abaisseurs de la mandibule supplantent l'activité des masséters, eh ben, ça veut dire qu'on va avoir une interposition des muscles, donc de la langue, des joues, des lèvres, qui vont en fait créer une proprioception, une stabilité de la mandibule. Et c'est parce que j'ai une interposition des muscles qu'on va avoir potentiellement une instabilité occlusale. Donc, on peut avoir des masséters très puissants, mais si l'activité linguale ou l'activité du groupe abaisseur de la mandibule supplante ceci, et ben en fait, on aura une instabilité. Et par contre, si on a un cadre de stabilité avec ces muscles releveurs de la mandibule, on aura une stabilité occlusale. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, cette diminution de la frappe mandibulaire, c'est une diminution de la proprioception dentodentaire. Elle peut être antérieure, elle peut être latérale, elle peut être antérieure et latérale. Et dès qu'on a une diminution de la proprioception dentodentaire, on a forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, une aggravation du schéma dysfonctionnel avec une croissance plus ou moins pathologique des maxillaires et une orientation plutôt pathologique du plan d'occlusion par l'interposition et par l'appui musculaire permettant en fait de cette proprioception qui n'est plus dentodentaire mais qui va être mucodentaire. Et aujourd'hui, on n'est plus en 85, on va utiliser des électromyographes qui vont être reliés et communiqués par Bluetooth, donc c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. On va travailler donc avec le titane.
Et donc là, on va travailler sur un groupe musculaire temporal et masséter. C'est quelque chose qui est très facile d'utilisation, hein. Nous, on l'utilise toute la journée, hein, au moins 5 à 8 patients par journée. Et on va donc mettre ces électrodes-là qui vont nous donner, en fait, si vous voulez, enfin trois maintenant, mais deux principales analyses qui vont être l'occlusion et la mastication. Donc, bien sûr qu'on a des règles à respecter, mais une fois qu'on a placé ceci, on va avoir donc des schémas. Donc, comme vous le voyez ici sur le schéma du haut, un test occlusal, après avoir fait bien sûr une balance pour être sûr des mesures. Et on va avoir un test masticatoire. Et ça, on va reprendre un petit peu sur deux, trois cas ensemble les explications de ces tests. Pour comprendre un peu l'utilité du titane en orthodontie et après dans la synergie avec l'occlusodontiste, on va commencer par les malocclusions les plus compliquées en termes de dysfonction, qui sont les classes 3 et les béances. Pour comprendre cet équilibre neuromusculaire, on va recentrer la chose toujours dans la dynamique de la mandibule et on va reprendre, comme vous le savez, en fait, ces idées de Planas qui vont nous déterminer les AFMP, les angles fonctionnels masticateurs de Planas, qui peuvent être lus dans les trois sens de l'espace. Alors là, effectivement, ces AFMP se représentent en fait les sorties de cycle de mastication. On peut avoir des sorties de mastication droite et gauche. Et là, sur le schéma, sur ce schéma, on va voir qu'en fait, l'angle formé par la ligne horizontale passant par les bords incisifs maxillaires et la descente du point interincisif mandibulaire, cet angle-ci, ça se nomme l'AFMP. AFMP gauche, AFMP droit. Ça, on va le voir très précisément dans les classes 2 et les classes de subdivision. Et dans les classes 3, on va voir un autre élément qui, en fait, ce côté antéro-postérieur et vertical. Alors, quand je demande à un patient avec une classe 3 ou surtout sur une classe 3 de faire ses latéralités, on va voir qu'il y a une perte de contact antérieur, donc une perte de proprioception antérieure à ce niveau-là. Et cette perte de proprioception, elle est due à un contact postérieur balançant sur la molaire la plus postérieure. Et ce contact balançant sur la molaire la plus postérieure est dû à une orientation pathologique du plan d'occlusion, d'accord, qui est un plan d'occlusion qui est convergent au plan de Cantor. Donc c'est sûr que plus je vais avoir dedans, plus mon arcade va être longue, plus je vais avoir un contact postérieur et plus je risque en fait d'avoir une perte de proprioception antéro-postérieure et verticale. Et si j'ai une perte de proprioception antérieure ou verticale, comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir un élément muqueux, qui peut être la langue, qui vient s'interposer à ce moment-là pour créer un joint, engendrant un défaut de proprioception, un défaut de croissance et une aggravation du schéma dysfonctionnel de notre patient. Donc ça, c'est pour vous donner le cadre des classes 3 et des béances. Et donc, on va voir que l'appréciation de la fonction du guide antérieur, c'est donc la vigueur de la mastication, c'est la proprioception dentodentaire qui permet la croissance. On le voit dans des cas très marqués, bien sûr, hein. On va avoir des cas de béance classe 3 très marqués. On n'a pas besoin de faire de la dynamique pour voir qu'il y a une dysfonction avec une langue basse. Mais vous voyez que même enfant, on va avoir une mandibule qui va progresser avec une langue qui, dans la mastication, va s'interposer pour créer ce joint et donc permettre une stabilité mandibulaire. Pareil chez les adultes, hein, voilà, un contact balançant ici qui vient engendrer une ouverture encore plus marquée dans les cas de béance. Par contre, dans les cas où c'est un peu moins marqué, vous voyez qu'on a une petite classe de subdivision avec une infrafusion antérieure, un inversé du côté droit. Et ben en fait, si on passe à côté de cette lecture dynamique, et ben en fait, on va passer complètement à côté du diagnostic de notre patient. Donc, on est statiquement dans une classe de subdivision droite avec infrafusion
et inversé à droite. Mais par contre, quand je vais demander à mon patient de reproduire en fait ces sorties de cycle de mastication, donc c'est glisse à droite, glisse à gauche, hein, ça n'existe pas dans la réalité, c'est juste une reproduction en fait des sorties de cycle de mastication. On va bien voir qu'en fait, on a une avancée de la mandibule et donc forcément que la langue va s'interposer sur les secteurs latéraux et en antérieur pour créer cette stabilité. Et donc, on va comprendre mieux en fait que la langue étant basse, on va donc favoriser une mastication du côté droit, là où se trouve l'inversé. Donc, c'est la loi de la plus petite hauteur décrite par Planas, et donc une interposition linguale sur le côté gauche pour stabiliser la mandibule. Donc, en fait, on va comprendre un petit peu, à ce moment-là, en lisant la dynamique, on va comprendre l'inversé, la classe de subdivision et l'infrafusion, et on va comprendre que l'orientation du plan d'occlusion est pathologique, et en fait que tout est lié à cette dysfonction et à ce problème d'orientation du plan d'occlusion. Pour vous illustrer un petit peu ceci, on va prendre un cas clinique d'une classe 3. Alors, d'une classe 3, pourquoi c'est une classe 3? Parce que donc, on voit statiquement qu'on a un inversé, donc une endognathie maxillaire avec un inversé sur le côté droit. Et on va spécifier ceci après dans la dynamique. Donc, en statique, on se retrouve comme ceci. Donc, un contact fort à gauche et une occlusion inversée à droite. Nos petits papiers articulés nous montrent effectivement que j'ai une asymétrie de points de contact marqués entre la droite et la gauche avec des points bien plus marqués sur le secteur 2 et sur le secteur 3. Regardons ce qui se passe en électromyographie. Donc, si on regarde bien, on va avoir si on regarde un petit peu le tableau, vous allez voir que en fait, on a une prépondérance musculaire, temporale et massétaire du côté gauche. Donc, en fait, ce qui vient en fait souligner ce qu'on a vu avec le papier d'articulé. On va avoir un barycentre. Donc, en fait, c'est l'appui musculaire qui est plutôt postérieur. Et ça, on va le comprendre après dans la dynamique. Donc, en fait, ce qu'on arrive à lire en électromyographie, en fait, là, on le met complètement en corrélation avec ce qu'on a vu en clinique, en statique, dans un premier temps. Et la dynamique nous montre ce schéma dysfonctionnel. On va avoir effectivement en latéralité droite un contact entre 53-83 et une perte complètement de proprioception sur le reste. Et en latéralité gauche, bon, elle est allée un petit peu plus loin que ce qu'il faudrait, mais on a aussi une perte qui est un petit peu moins marquée du côté gauche, même si la latéralité est un petit peu trop marquée sur cette photo. Et donc, dans la dynamique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir alors ça c'est intéressant, c'est que quand on mastique à droite, donc cette mastication à droite, on l'a fait avec un enregistrement avec un chewing-gum, après avoir fait le test occlusal. En fait, si cette patiente-là, cette petite patiente mastique à droite, on va avoir assez peu d'appui musculaire du côté droit, mais on va avoir une grosse composante musculaire du côté gauche. Et ça veut dire qu'en gros, il y a une compensation musculaire telle qu'elle est dysfonctionnelle, elle va engendrer un problème d'occlusion, parce qu'on ne devrait pas avoir, ou très peu en fait, d'apport musculaire gauche quand on est avec une mastication à droite. On devrait avoir un contact dentaire qui supplante en fait, comme je vous l'expliquais, ces muscles dominants qui génèrent des pathologies de croissance. De l'autre côté, on a un peu plus de contact. Vous voyez, on a un peu plus de proprioception, surtout si la photo n'avait pas été aussi loin. Et à ce moment-là, on aura, lors de la mastication à gauche, un apport des muscles masticateurs à gauche et du temporal, et on aura moins de répercussions au niveau du muscle contralatéral à droite. En télé, la télé de profil nous montre qu'on a un AOBO qui est à moins de 2,5, donc on a cette endognathie, les AFMP qui sont propulsifs, donc une orientation pathologique du plan d'occlusion, et un AOBO, une compensation de moins de 2,5 qui signe en fait une orientation pathologique de plan d'occlusion et donc une classe 3. Cherchons donc à réorienter le plan d'occlusion, d'une part en cherchant une traction postéro-antérieure et aussi une réorientation dans le sens
dans le sens horaire du plan d'occlusion, de telle sorte à redonner une frappe mandibulaire symétrique pour permettre à la croissance de se faire correctement. On va donc utiliser ce masque couplé à une gouttière de disjonction. Cette gouttière de disjonction est couplée avec un vérin de disjonction et réglée sur 8 mois avec des meulages séquentiels de telle sorte à chercher une régression des molaires mandibulaires et accompagner cette bascule du plan d'occlusion dans le sens horaire avec le masque et avec les meulages séquentiels. Au bout de 8 mois, on dépose et on fait les photos, donc 3 mois après la dépose. Alors, je vous dis ça parce que c'est important le temps. En orthodontie neuromusculaire, vous allez voir que surtout sur les classes 2, on est très rapide. Et en fait, la maturation musculaire, elle est de temps en temps pas aussi rapide. Donc, en fait, il faut prendre le temps d'attendre, en fait, justement, que cette maturation occlusale et couplée à cette maturation musculaire se mette en place pour qu'on comprenne, en fait, l'équilibre qui va permettre, en fait, la stabilité. Donc, prenons le temps, parce qu'au niveau dentaire, c'est très rapide. Donc, prenons le temps de faire ces études électromyographiques et ces lectures de dynamique qui nous permettent de comprendre comment ça se passe. Donc, statiquement, on est comme ceci. On est passé de cette phase-là au-dessus en corrigeant l'inversé, ça on a compris, et on a augmenté forcément un peu le lingette avec les incisives qui partent un peu en avant, mais ça c'est pas un problème. Si on regarde le test occlusal, alors le test occlusal d'avant, il est sur cette partie-là. On était très localisé à gauche, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Là, on va tendre à symétriser en fait les points. Donc en fait, l'objectif de ce test, c'est de se rapprocher, de rapprocher ces deux points temporaux et massétaires des deux petits carrés verts que vous avez ici. Donc là, toutes les valeurs sont au bleu, donc c'est l'inverse du rouge où c'est un petit peu moins bon. Et donc, tout sont à se symétriser tout doucement, sachant qu'on vient de faire la dépose. Et là, on va regarder que dans les activités musculaires, on est toujours dans le test occlusal, hein, activité musculaire, intensité de contraction. Vous voyez que l'équilibre des massétaires droit-gauche et des temporaux droit-gauche commence tout doucement à symétriser. Donc, ça veut dire qu'on est en train de redonner une frappe fonctionnelle et une croissance fonctionnelle et physiologique à notre patient. Radiologiquement, on a transformé notre AOBO négatif en AOBO positif, on est plutôt content. On a une répercussion au niveau de l'incive maxillaire et mandibulaire, donc ça vous allez voir au fur et à mesure. Et dans les latéralités, on est comme ça. Alors vous allez voir qu'au début, on n'a pas encore l'occlusion fonctionnelle, mais ça va se mettre en place au fur et à mesure. Si on regarde à ce moment-là ce qui se passe juste à la dépose, on retrouve ce qu'on avait vu un petit peu avec un apport lors de la mastication à droite, donc une mastication qui se fait à droite, mais vu qu'on a encore une béance en contralatéral, on va avoir un apport musculaire du côté gauche qui va se mettre en place parce que l'occlusion n'est pas encore faite en dynamique. De l'autre côté, on a moins, lors de la mastication du côté gauche, on a un contact proprioceptif dentodentaire du côté gauche et on a un effleurement du côté droit. Donc, les muscles sont moins là pour stabiliser et c'est ce qu'on relie en termes d'électromyographie, en termes de mastication. Donc là, on est en septembre 2023. Tout doucement, on laisse se mettre en place l'occlusion. Regardez qu'en fait, les latéralités sont de plus en plus, les AFMP sont de plus en plus fermées, d'accord? La proprioception dentodentaire se met en place tout doucement. L'occlusion statique est en train de se faire. Malheureusement, on a un petit inversé sur la 12 qu'on mettra en place tout doucement, mais ça ne nous intéresse pas beaucoup parce que ce n'est pas méchant à corriger. Ce qui va être intéressant, c'est dans le test occlusal. Donc, dans le test occlusal, on est toujours à peu près centré. On n'est pas en déport complètement du côté gauche. On a un apport et un contact occlusal de 87 qui est encore très bon. Et une torsion et un varicent toujours un peu sur le postérieur, mais par contre, qui est très proche en fait de ce petit carreau vert dont je vous ai parlé. L'équilibre et l'activité intensité de contraction est toujours
plutôt symétrique. Et tout doucement, vous voyez que là, la transformation du profil est en train de se mettre en place. On a une incisive mandibulaire qui s'est totalement corrigée sans y toucher. On a une incisive maxillaire qui s'est corrigée également. Et on a cet AOBO qui reste autour de 0, donc qui nous montre qu'on est plutôt dans les bonnes proportions au niveau de la croissance. Dans les latéralités, regardez ce qui se met en place. Lors de la mastication, les sorties de cycle de mastication à droite, on retrouve un contact du côté balançant, donc un contact proprioceptif dentodontaire du côté droit et un effleurement. Vous voyez que la langue a moins de possibilité de se glisser. Donc en fait, l'apport proprioceptif dento-muqueux est moindre et que le côté proprioceptif dentodontaire commence à supplanter les apports muqueux. Et on le relie tout doucement dans l'électromyographie. Et vous voyez, donc là, là où on avait un énorme apport musculaire lorsque je mastiquais à droite, un énorme apport musculaire gauche, et ben en train tout doucement de réduire cet apport musculaire. Vous allez le voir en comparaison. Donc avant traitement, on avait une orientation pathologique totale de la croissance. Mastication à droite, quasiment pas d'appui musculaire du côté droit, mais un apport énorme du côté gauche qui est pathologique. Aujourd'hui, on a transformé, on a un contact dentaire marqué lors de la mastication. Donc là, j'ai un contact fort et beaucoup moins d'apport muqueux et musculaire du côté gauche. Et en fait, lors de la mastication à gauche, c'est encore mieux. C'est-à-dire que j'ai quasiment une proprioception parfaite avec très peu d'interaction musculaire du côté gauche du côté droit quand je mastique à gauche. Ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est la symétrisation de la mastication. On était à 23 dans le sens frontal, vous voyez, avant traitement, et on a augmenté, on a fait quasiment x2,5. Donc, on tend vraiment à avoir une mastication qui se met en place et donc une croissance qui se met en place. Donc, vous voyez qu'en fait, si vous voulez, tout ce qu'on a pu lire dans notre diagnostic de départ, et après notre traitement, et en attendant au fur et à mesure que la mastication et les muscles, en fait, cette maturation musculaire, en fait, toute la lecture électromyographique va dans ce sens-là. Et en fait, on va comprendre pourquoi on va réussir à faire un traitement des classes 3 ou pourquoi on va faire un échec des traitements des classes 3. Et donc, on ne va pas se dire juste, je croise les doigts en espérant que ça ne tarde pas en chirurgie. On le sait d'emblée. On va dire un an et demi après, on est sûr et certain que la croissance se fera de manière correcte, tout en limitant effectivement par contre l'apparition des dents de sagesse, en limitant l'ouverture l'augmentation de la longueur du plan d'occlusion. Voilà, c'était une démonstration sur les traitements des classes 3 et on a aussi l'appareil sur l'adhérence. Donc voilà, corriger l'orientation du plan d'occlusion, redonner la proprioception lors de la mastication. Cette proprioception est primordiale pour la croissance physiologique des maxillaires. Dans les classes 2 et les classes 2 subdivision, on va reprendre un petit peu nos concepts d'occlusion dynamique et on va plus se centrer effectivement sur cette lecture frontale en fait des angles fonctionnels masticateurs et cette lecture frontale des AFMP parce qu'on le sait que dans une classe 2 ou une classe de subdivision, l'orientation du plan d'occlusion est à l'inverse de la classe 3 et qu'on n'aura pas ce côté propulsif de la mandibule, et on aura plutôt un côté rétropulsif de la mandibule. Donc, dans un côté statique de la classe de subdivision, classe 1 à droite, classe de subdivision à gauche, où on va lire qu'effectivement, statiquement, que la 23 va être un peu plus haute, un peu plus versée. Mais en fait, ce qui va nous importer le plus, c'est cette lecture de l'AFMP droit, l'AFMP gauche, et on va lire en fait cette symétrie ou cette asymétrie. Et en fait, on va comprendre en fait qu'une mastication se fait du côté où la proprioception est la plus importante et donc la mastication la plus efficace, ce qui veut dire que la FMP est le plus petit, loi de la plus petite hauteur. Donc en fait, plus j'ai des dents qui se touchent dans la mastication, plus je vais mastiquer de ce côté-là et donc plus je vais favoriser une croissance
asymétrique si je mastique asymétriquement. Donc, petite récap, hein, d'après Planas, il existe différents types de mastication, soit en charnière, avec cette supracclusion statique. Cette supracclusion statique, en fait, on va lire dans la dynamique. Vous comprenez bien qu'en fait, cette supracclusion existe et en fait s'accentue par l'interposition linguale latérale qui va en fait stabiliser la mastication stabiliser la mandibule pendant la mastication et elle va se mettre dans les secteurs latéraux. Plus elle se met dans les secteurs latéraux, plus elle crée la courbe de Spey, plus la courbe de Spey se crée, plus la supracclusion augmente et plus le phénomène pathologique s'entretient. Et c'est pour ça qu'on a du mal à corriger ce genre de choses si on ne prend pas conscience qu'en fait, il faut redonner une proprioception latérale aux dents pour que la langue se repositionne correctement. On va aussi voir qu'on a une mastication physiologique, unilatérale alternée, ou pathologique, unilatérale préférentielle, ou stricte d'un côté ou de l'autre. Donc, et ça, on va le lire dans ces AFMP, où on va voir qu'effectivement, les sorties de site de mastication nous montrent que ces AFMP du côté droit est plus important que le côté gauche. Donc, la mastication se fait du côté gauche par la proprioception dentodentaire plus marquée du côté gauche que du côté droit. Si je comprends un petit peu ce qui se passe, on va reprendre un petit peu nos schémas. Je mastique du côté gauche, mon bol alimentaire est dans cette zone-là. Mon condyle articulaire du côté gauche fait une rotation parce que je suis proche de mon bol alimentaire ici. Par contre, de l'autre côté, je vais avoir un étirement du ligament rétroméniscal, une avancée, une translation du condyle pour aller chercher le bol alimentaire de ce côté-ci. Si je suis en croissance, je vais avoir donc un étirement de ces ligaments. Je vais favoriser une croissance postéro-antérieure de la mandibule, essentiellement du côté droit. Et je vais avoir une croissance limitée postéro-antérieure du côté gauche. Et on va avoir une asymétrie notoire des ATM. Chez l'adulte, on va avoir aussi des remodelages cartilagineux qui vont engendrer aussi une bascule du plan d'occlusion qui sera moins marquée forcément que si cette pathologie a été vue pendant la croissance. Et donc, on reprend un petit peu cet engrenage, cet équilibre masticatoire lié à cet équilibre lingual et donc lié à ces praticiens qui vont interagir entre eux, que ce soit kiné, orthophoniste, occluso, ODF, et on peut avoir des pathologies ATM et tout qui vont se mettre en place ensemble. On comprend comment on travaille ensemble et on travaille en synergie pour effectivement aller dans le même sens. Un cas clinique d'une patiente adulte qui a 27 ans et qui a eu un traitement d'orthodontie. Et elle vient consulter car ses dents bougent. Elle a eu un traitement d'orthodontie, on va dire très grand ado. Elle a fini son traitement autour des 18 ans. Et donc, elle se plaint d'avoir des chevauchements antérieurs au niveau maxillaire. Alors, si on regarde bien, on retrouve une classe 2 subdivision gauche avec une endocclusion au niveau du secteur 2. Attention, vous verrez que la forme de la face vestibulaire de cette dent, en fait, elle est un peu atypique. Donc, c'est cette forme-là qui accentue cet inversé du côté gauche. Et donc, on va avoir une supracclusion statique. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, si vous voulez, c'est que quand on fait un traitement d'orthodontie mécano-mécanique et qu'on cherche à traiter une classe de subdivision et qu'on n'y arrive pas, l'alignement dentaire, donc les attaches ou autres qu'on va mettre sur les dents, va pseudo-traiter notre patient. On va aligner les dents, mais on ne va pas corriger l'orientation du plan d'occlusion. Et ça, je vais vous le montrer dans ce cas clinique-là et dans 2-3 dias que je vais vous montrer après. Dans le test occlusal réalisé avec le titane, on va voir que forcément, j'ai un contact très marqué en classe 1 du côté droit. Je vais donc avoir un apport musculaire plus marqué, de la force beaucoup plus marquée du côté droit, c'est ce qu'on voit. Et vu qu'on est en classe 2, on a un barycentre plutôt décalé en antérieur avec cette suprafusion et ce verrouillage antérieur. Donc ça, en fait, le test occlusal va nous préciser et va dans le sens de ce qu'on a vu en clinique. L'activité musculaire, forcément, est dans le sens
occlusale. Je ne parle pas de mastication encore. Dans la force occlusale, on a plus de force occlusale, de force musculaire du côté droit, donc ce qui vient préciser l'occlusion statique qu'on a vue auparavant. Par contre, qu'est-ce qu'on va voir dans la dynamique? Alors, dans la dynamique, dans ce cas-là, vu que le traitement, en fait, si vous voulez, vient d'être terminé, enfin, il y a quelques années, et qu'il a été un peu levé, on va voir qu'en fait, la bascule du plan d'occlusion n'est pas énorme. Et je vais vous montrer dans le deuxième cas qu'en fait, si on laisse dysfonctionner beaucoup plus longtemps, si j'avais vu cette patiente soit à l'adolescence, soit si je la revoyais 10-15 ans plus tard, on aurait plus de décalage. Et si je regarde bien, dans les AFMP, on va voir que d'une part, j'ai une abrasion de la pointe canine de la 23 et j'ai quand même une proprioception un petit peu plus marquée du côté gauche que du côté droit, du côté de la clavicule. Regardez ce qui se passe en test du titane avec la mastication. J'ai un contact fort ici, mais vu que j'ai un apport, une petite béance à ce niveau-là, du côté non masticant lors de la mastication à gauche, eh ben, j'ai un apport musculaire du côté gauche, du côté droit que je ne devrais pas avoir. Donc, on va dire que la mastication à droite est plutôt fonctionnelle, mais on voit qu'il y a une réelle asymétrie, aussi bien du côté gauche entre l'équilibre masse-terrain et temporal, et cette activité du temporal droit lors de la mastication à gauche qu'il ne devrait pas avoir. On va voir aussi qu'on a un impact, en fait, une intensité de travail et un impact vraiment du simple au double entre la droite et la gauche, entre la classe 1 et la classe 2. Également, comme on vous a montré sur le schéma tout à l'heure, vous vous souvenez que si je mastique plus à droite, plus qu'à gauche qu'à droite, là je vais avoir une rotation du condyle, là j'ai une translation du condyle. On a un col condylien qui est plus étroit ici, plus en translation et plus en arrière. Et là on a un col condylien plus épais, plus large, donc ce qui va en fait va dans le sens de l'occlusion, de la récidive et de l'utilisation du titane. Voici la téléprofil. Forcément, il y a eu des bagues, donc il y a une utilisation incisive mandibulaire, si on ne maintient pas. Et donc là, l'idée, ça va être de corriger l'orientation frontale du plan d'occlusion. Cette orientation frontale du plan d'occlusion, on va le coupler à différents éléments. Alors, pour ceux qui connaissent bien, moi j'utilise le motion carrière. Ce motion carrière, en fait, va être couplé avec une gouttière, dans ce cas-là, passive à la mandibule, des élastiques unilatéraux dans un premier temps, qui vont servir d'égression et de distalisation du secteur 2. Et alors là, vous allez me dire, bah oui, mais ce que j'obtiens souvent avec ce système-là, c'est une égression majeure de la canine et je suis très embêté. Vient se coupler à ces éléments sectionnels, boutons et ainsi de suite, des cales de déprogrammation. Cales de déprogrammation occlusale. Ces cales de déprogrammation occlusale sont mises dans la plupart des temps sur les canines. Ces cales de déprogrammation occlusale sont réglées au fur et à mesure. Elles servent à perdre en fait l'occlusion postérieure, à permettre de limiter l'effet parasite au niveau de la canine support du sectionnel et également à permettre une proprioception entre les canines mandibulaires et les canines maxillaires pour garder le sens transversal au niveau du maxillaire. Elles sont réglées au fur et à mesure comme ceci. Et au bout de 8 mois, c'est-à-dire 6 mois actifs et 2 mois passifs, on dépose le système. On est en classe 1 statique, on a levé la supraclusion, tant on a commencé à réduire en fait le décalage entre le milieu interincisif supérieur et inférieur. Et ce qui nous apporte bien, c'est ceci. Donc, vous vous souvenez qu'on avait un AFMP qui était un peu plus réduit du côté gauche, et là, on va l'accentuer. On va l'accentuer souvent chez l'adulte pour permettre justement une stabilité. On va forcer la mastication à se faire de l'autre côté, de telle sorte à ce que la maturation musculaire se mette en place. C'est encore plus vrai chez l'adulte que chez l'enfant. Une fois qu'on a fait ceci, on va donc attendre cette stabilité occlusale dynamique et ensuite on va pouvoir traiter avec chez moi des aligneurs maxillaires et mandibulaires
pour tout doucement, à la fin, obtenir ce résultat-là, statique. Donc, classin bilatéral, les milieux sont recentrés, la supraocclusion est corrigée. On met nos contentions, mais moi, ce que je veux regarder, alors forcément, on a les valeurs qui sont plutôt bonnes, regardez, mais ce qui va m'apporter, c'est ça. D'une part, on n'a pas du tout accentué, en fait, si vous voulez, ni dégression canine, on n'a pas accentué le sourire gingival, même si on a agressé, grâce aux cales qui vont limiter, en fait, ces effets parasites. Et dans les études que j'ai faites et qui sont en train de sortir au fur et à mesure, vous verrez qu'en fait, on a même une négression légère de la molaire support qui va dans le sens de la correction, de la correction sagittale du plan d'occlusion pour orienter le plan d'occlusion dans le sens anti-horaire et corriger la classe B. Les milieux sont recentrés. Avant-après en statique. Alors, on dirait, OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe en dynamique? Alors, en dynamique, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'au fur et à mesure, comme sur les classes 3, il va falloir attendre tout doucement que les éléments se mettent en place. Donc, les AFMP commencent à se symétriser tout doucement, mais on a encore une perte de proprioception latérale qui va être spécifiée, surtout ici, lors de la mastication du côté gauche, on a aussi donc un apport musculaire du côté droit qui ne devrait pas être dans un premier temps. Là, on vient de sortir du traitement, la maturation musculaire n'est pas encore en place, on a encore une asymétrie d'impact entre les côtés travaillants droit et gauche. On était en avril 2023, on se retrouve en décembre 2023. Décembre 2023, on commence à avoir une mastication qui devient quasiment parfaite du côté droit. Et on a une mastication à gauche qui commence et qui est aussi de plus en plus physiologique. L'apport musculaire non travaillant lors de la mastication à gauche est quasiment réduit à zéro. On a encore une petite asymétrie d'impact entre le côté travaillant droit et le côté travaillant gauche. L'activité musculaire tend tout doucement à symétriser. Avril 2024, les AFMP sont toujours symétriques. Novembre 2024, regardez ce qui se passe. Donc, on a mastication droite et mastication gauche quasiment symétriques. Pour moi, vraiment physiologique. L'asymétrie de mastication, elle est quasiment, elle est à 88, donc on est symétrique. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que l'impact qui était qui était du simple au double avant, et ben en fait, l'impact côté travaillant droit et gauche, et ben il est en train de se symétriser. Vous voyez que c'est pour ça que je vous dis que la maturation occlusale, elle est très rapide, mais que la maturation musculaire, elle prend le temps. L'orientation des fils musculaires, elle n'est pas aussi rapide que l'occlusion dentaire. Donc, prenons le temps de lire ce qui se passe et en fait, on va affiner notre traitement et comprendre un petit peu comment la maturation occlusale va être permise et va permettre une stabilité à très long terme de nos traitements. Si on compare entre juin 2022 et novembre 2024, vous voyez que ça n'a plus rien à voir en termes de symétrie d'impact et d'asymétrie d'impact en 2022 et en termes d'activité musculaire lors de la mastication entre la droite et la gauche avant et après traitement. Tout petit truc sur ce patient-là, c'est un patient qui est kinésithérapeute, qui vient me voir parce qu'il a des grosses dysfonctions et des problèmes de posture. Et il est allé voir pas mal de praticiens avec ces photos-là. Donc, une classe 1, une absence de 35. Et là, je lui dis, OK, alors on peut percevoir un peu une petite langue à la travers, on a un peu près savoir que ça pousse un petit peu, mais si on ne va pas dans la dynamique, si on ne va pas lire la dynamique de la mandibule, on passe complètement à travers le diagnostic de ce patient. On va voir aussi qu'on a une asymétrie des condyles articulaires. Là, on le voit bien, le col condylien du côté gauche est plus étroit que le col condylien du côté droit. Donc, grêle en arrière du côté gauche, plutôt globuleux et vertical du côté droit. Le test occlusal, dans le test occlusal, vu qu'on est en classe 1, on est plutôt pas mal. Et en fait, le test occlusal titane nous révèle ce qu'on a vu en clinique. Test occlusal, classe 1 à droite, classe 1 à gauche, on a de la force, on est symétrique, on est plutôt antérieur, d'accord, mais les points sont centrés en fait sur les petits carrés verts
Donc, en termes d'occlusion, on est plutôt pas mal. Par contre, ce qui se passe, regardez. Dans la dynamique, là, c'est plus du tout bon. C'est-à-dire qu'en fait, l'AFMP du côté droit est plus important que l'AFMP du côté gauche. Et donc, en gros, si vous voulez, on va avoir une asymétrie de fonctionnement avec une interposition linguale, hein, avec une pulsion qui va se faire. Et cette interposition linguale et ces pulsions qui vont se faire, ces pulsions linguales qui vont se faire, vont engendrer des troubles de posture potentiels. Et c'est parce qu'on l'a lu dans la dynamique qu'on va comprendre ce qui se passe. Et regardez ce qui se passe avec Titane dans la mastication. Et ben en fait, là où on était complètement correct en termes d'occlusion, et ben par contre, on va avoir un apport musculaire lors de la mastication à droite, on va avoir une activité musculaire du côté gauche qui, elle, est pathologique. Donc la langue vient s'intercaler ici, les pressions musculaires vont se mettre ici pour stabiliser la mandibule, ce qui ne devrait pas être. Et on a donc une asymétrie de fonctionnement, une asymétrie de mastication, une asymétrie d'impact. Et donc, tout ça va aller dans les lectures dynamiques de nos photos et on va permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe et d'expliquer aux patients et d'orienter et de traiter si besoin. Donc voilà, tout ça, ça vous montre en fait l'équilibre musculaire. En quelques dias, je vous ai montré les grandes pathologies masticatoires, qu'elles soient classe 2 subdivision, classe 2, classe 3, béance. Tout ça, en fait, cette lecture dynamique de l'occlusion, cette lecture électromyographique par en fait le titane vont complètement se lier et vont pouvoir en fait répondre à plein de questions qu'on se met en place. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place et j'ai créé en fait ce principe d'orthodontie neuromusculaire qui vont nous permettre en fait de comprendre la mise en place d'une ou plusieurs malocclusions imbriquées, d'objectiver la dynamique mandibulaire et donc de comprendre les forces musculaires s'y rapportant et de comprendre en fait les pathologies masticatoires et de croissance. À ce moment-là, je vais savoir quand adresser et chez qui adresser pour qu'en fait, on arrête cette errance thérapeutique, mais qu'on puisse avoir une synergie de travail, que ce soit avec l'occlusodontiste et différents praticiens de mon groupe. Et à ce moment-là, je passe la parole à mon cher Philippe Géant. Oui, je voudrais rappeler, pardon, je suis là, aux participants donc, que vous pouvez poser vos questions soit dans le chat, soit dans la rubrique questions-réponses. Et si vous avez déjà des questions sur cette partie du webinaire, vous pouvez les poser, on y répond à la fin du webinaire. Je vous remercie. À vous, docteur Gérant. Eh ben, à moi de prendre la suite de cette très belle présentation. Ce que je vais essayer de vous apporter là dans la continuité, c'est quand on est omnipraticien, qu'on a une orientation plutôt occluso, on va se retrouver avec des patients qui ont des pathologies articulaires la plupart du temps et qui viennent parce qu'ils ont fait une errance thérapeutique. Il y a souvent eu de l'orthodontie chez certains de ces patients, et c'est de savoir comment on arrive à recoordonner tout ça, qui fait quoi, qui adresse et qui commence. Alors, c'était la question, est-ce que dans un cas de DTM et qu'on voit qu'il y a un problème occlusal, de classe occlusale, est-ce qu'on doit renvoyer tout de suite chez l'orthodontiste ou est-ce qu'il faut apporter d'abord une réponse pour que le patient puisse étayer sa réflexion? Je ne vous cache pas que quand même, aujourd'hui, la systématisation du recours à la chirurgie orthognatique est une vraie avancée. Enfin, je pense que Romain étayera plutôt mon propos quand, si jamais il y a des questions là-dessus. Mais on a un paquet de gens, enfin, en tous les cas, dans les cabinets, quand ils viennent nous consulter, qui s'interrogent vraiment sur est-ce qu'on doit avoir recours à cette chirurgie qui est assez systématisée maintenant, ou est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions? Alors, Romain, si tu peux me passer la diapo suivante, s'il te plaît. Ça marche pas? Ok. Voilà. Donc là, c'est un patient
qui vient parce il est sportif de bon niveau, mais c'est pas un sportif de très haut niveau. C'est un patient plutôt type très intellectuel, ingénieur, très cortiqué, qui réfléchit à plein de choses et qui a tourné autour de sa problématique, c'est qu'il a une douleur à son genou droit depuis des mois. Donc, il a consulté kiné, ostéo, rhumato, tout le monde. Et puis, à un moment donné, il y a son ostéo qui dit, bah, ça peut être un problème dentaire. Est-ce que, euh, est-ce que dans cette relation intermaxillaire, il n'y a pas quelque chose qui dysfonctionne et qui pourrait être la cause de votre problématique? Vas-y, suivant. Alors, on voit qu'il y a un bilan qui a été fait, puisqu'il m'a été adressé comme ça, avec une panoramique. Alors, à Lyon, la spécificité, c'est qu'on a un centre expert du mouvement qui s'appelle le Centre Aliane. C'est pour ça que vous voyez faire courrier à Charlotte Rieux, qui est une ostéopathe formée en reprogrammation neuromotrice. C'est-à-dire qu'on aborde la maturation musculaire, donc qui est chère à Romain, non pas seulement par la voie périphérique, mais par la voie centrale, pour accélérer la levée des inhibitions motrices. Donc souvent, dans mon protocole, j'ai des patients qui ont des DTM, donc il faut apprendre à relâcher au niveau des masséters et des temporaux. Donc c'est pour ça qu'on voit reprogrammation neuromotrice 1, ATM serment. Et puis, on a souvent un problème postural qui est associé à un problème lingual. Donc, tout à fait ce que disait tout à l'heure Romain, cette langue qui va se mettre dans la relation intermaxillaire et qui va pouvoir, dans les cas de dysfonction, avoir un rôle qu'il faudra corriger. Alors, soit avec un apport orthodontique et de restimulation, et puis on peut accélérer les choses en faisant de la reprogrammation et de la tonicité linguale, retrouver une langue qui est un peu plus haute, associée à une verticalisation de la posture. Et du coup, vous voyez, pour ce patient, il y a cette interrogation au niveau du genou droit et puis son ATM gauche qui a un problème de bruit. Donc, on va faire un protocole assez simple, la réalisation de modèles et puis surtout un bilan avec le TIS Analysis. Suivant. Donc, on voit qu'il y a une gouttière qui aura été faite après l'examen neuromusculaire. Et pour être sur la lecture des graphes qu'on voit là, on voit que par exemple sur le graphe où il y a la petite pastille qui est en jaune, eh ben, on se retrouve avec une asymétrie fonctionnelle musculaire. Vous voyez qu'on a un temporal gauche qui est ultra dominant dans la fonction. On a une faible fonctionnalité au niveau des masséters, bien qu'ils soient symétriques. Voilà. Donc, ce qui nous pose problème dans l'équilibre occluso-postural, c'est l'asymétrie des temporaux et la dominance des temporaux par rapport aux masséters. Pour arriver à lever ces douleurs et ces dysfonctions, on va donc rechercher la relation intermaxillaire équilibrante avec une gouttière. Donc, on voit sur le graphe de gauche, voilà, oui, de gauche, et bien qu'on retrouve une symétrie des cadrans avec des temporaux symétriques, des masséters symétriques et un équilibre dans l'antéro-postérieur. Donc, le graphe pour nous donne vous voyez que l'intensité de serrage qui est caractérisée par l'impact n'a pas varié. Donc, c'est vraiment un équilibre qu'on va obtenir. Tout petit peu plus haut sur l'époque des masséters, pardon. L'époque des masséters n'a pas changé, mais vous voyez que la capacité fonctionnelle statique au niveau de l'impact a quasiment doublé. On n'est pas tout à fait encore dans la norme, mais sur la gouttière, le patient arrive à pouvoir faire travailler ses muscles de manière plus harmonieuse. Et vous savez, un muscle qui est dysfonctionnel, comme on voit dans le graphe de droite, plus il va travailler, plus il va se fatiguer, et moins le patient va avoir des capacités de serrage. Donc, c'est la rééquilibration plus la reprogrammation neuromotrice qui va nous permettre d'arriver à un équilibre. Une fois qu'on en est là,
c'est qu'est-ce qui va se passer sur la vie du patient après le port de la gouttière. Donc, ça va être, alors le patient, vous voyez, il a une gouttière et un suivi tisane et de la reprogrammation pour accélérer la maturation musculaire. Suivant. Donc, on va voir, là, c'est là le rôle de la délégation et de la relation avec les orthodontistes. C'est qu'est-ce que je vais livrer comme information. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'ensemble des orthodontistes sont capables de s'aider d'un graphe neuromusculaire pour essayer de comprendre la pathologie initiale et comment on va pouvoir accompagner le patient dans son traitement. Donc, suivant. Donc, le bilan a été fait par une orthodontiste, Dr Viau à Lyon. Voilà, suivant. Alors, vous pouvez voir, non, reviens celle d'avant. Je ne sais pas si vous avez en mémoire ce qui se passait à la mandibule au niveau du. Vous voyez qu'il y a. On a un bridge collé qui est au niveau mandibulaire, voilà. Et l'interrogation, parce qu'il y avait un bridge métallique collé qu'il avait depuis une vingtaine d'années. Et je suis passé avec un bridge collé fibré temporaire pour redonner la souplesse au niveau de la symphyse mandibulaire. Parce qu'on a des patients qui ont des syndromes de DTM parce qu'ils ont des verrouillages justement par des systèmes mécaniques avec le bridge collé qui était beaucoup trop rigide. Donc, suivant. Donc, ça nous permet d'avoir ce bilan et donc de discuter avec l'orthodontiste pour trouver une solution, c'est-à-dire il va falloir augmenter la dimension verticale parce qu'elle est beaucoup trop basse ici et il faut rétablir de la fonction. Et puis, il faut pouvoir, pour la fonction dynamique, si on veut respecter la règle des AFMP, il va falloir effectivement ouvrir dans le bloc antérieur. Donc, c'est la solution qui a été préconisée. Vous allez voir suivant. Voilà, il y avait une recommandation quand même, le patient ne souhaite pas de chirurgie orthognatique. Donc, voilà, en fait, le rôle de la gouttière, c'est de remettre le patient en situation, de lui redonner un confort de vie avec une réduction de ces syndromes douloureux, et puis après, de pouvoir communiquer avec l'orthodontiste et de dire, OK, quelle fonction et quel schéma fonctionnel on va pouvoir mettre en place. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir, parce qu'on avait des dents, des dents résiformes au niveau des latérales. Donc, suivant. Donc, on va ouvrir le bloc antérieur, régler l'angulation interne des canines pour avoir une situation avec des AFMP favorables. On va ouvrir l'espace incisif, ce qui nous permettra d'harmoniser la taille des incisives latérales. Et puis, voilà, on va aller, ça c'est un traitement, c'est presque la fin du traitement d'orthodontie au niveau du maxillaire sup, ce qui nous permettra après de régler le traitement à la mandibule avec des cales de surélévation postérieure et de gérer ce bloc antérieur avec deux options, soit des greffes d'apposition parce qu'on est en déficit osseux au niveau des zones incisives, pour savoir si on passe par de la chirurgie implantaire et avec des greffes osseuses, ou si on continue avec une solution, avec un bridge collé souple, avec des armatures en pic et des dents en composite. Voilà, next. Voilà la situation qui a évolué. Donc, on a mis en place de la contention et mis en place des composites faits en technique directe avant de réaliser la stabilisation occlusale avec des cales de surélévation postérieure et le bridge antérieur. Et puis, au maxillaire sup, dans un second temps, eh bien, des vraies facettes seront faites sur les latérales pour finaliser le résultat esthétique. Donc là, le patient, il commence déjà à se projeter. Son traitement d'orthodontie au maxillaire sup est terminé. Et on a, grâce à la gouttière et ce traitement d'orthodontie,
eh ben, un résultat fonctionnel. Vas-y, je fais la vidéo suivante. Voilà, encore la prochaine. Ça, c'est pour le résultat. Alors, on voit qu'on est passé vraiment d'une situation qui est assez verrouillée avant traitement, avec une ouverture. Et on va remarquer que maintenant, son étude électromyographique est assez stable. Donc moi, j'aime beaucoup, souvent, quand je fais mes tests avec le TIS Analysis, c'est de faire 3 tests minimum dans chacune des situations pour valider la reproductibilité de la mesure. Voilà, ça c'est un petit truc, parce que dans le cadre de recherche, une seule mesure ne convient pas. Alors, on va prendre la vidéo suivante. Voilà, elle doit arriver là. On rétablit la fonction. Le fait qu'on ait augmenté la dimension verticale, qu'on ait ouvert au niveau antérieur, redonne une fonction. Voilà, puis vous verrez le patient, déjà, même quand on enlève la gouttière, voilà, il est quand même encore un peu en supraocclusion, mais on arrive à avoir quand même des fonctions qui arrivent à se rétablir. Et donc, la surélévation va être gérée sous contrôle du TIS Analysis pour arriver à valider. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis qu'il a porté sa gouttière avec la rééquilibration, eh bien, ses douleurs à son genou droit ont totalement disparu. Donc, c'était en fait sa demande initiale. Hein. Donc, dans le cadre pluridisciplinaire, la fonction esthétique est rétablie, la fonction masticatoire est rétablie et la fonction posturale est rétablie. Donc maintenant, ça reste de la dentisterie classique pour finir ce cas-là. Le cas suivant, toujours dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire. Alors là, c'est une jeune patiente qui présente des douleurs massétérines importantes, qui conduisent à une dépression et qui conduisent à une évolution de ces situations avec un contrôle alimentaire et on frise l'anorexie. Donc, parce qu'il y a un rejet total de la fonction masticatoire parce qu'elle est totalement douloureuse. Et cette jeune patiente a déjà eu un traitement de l'orthodontie. Donc là, c'est son ostéo qui me l'envoie et qui me dit, bah, en occluso, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, dans les cas comme ça, quand vous voyez sa denture, elle est jeune, on va, dans un premier temps, faire une prise en charge classique. Donc, pour l'aider à réduire ses douleurs, il faut être efficace et rapide. Donc, on va faire une reprogrammation neuromotrice de la déglutition. On reverticalise sa posture. On réduit les tensions au niveau des trapèzes. Les douleurs massétérines deviennent à peu près acceptables. Et la tension au niveau des temporaux est arrivée à une normalisation. Et on va envisager de mettre une gouttière. Donc là, vous voyez, là, c'est ma recherche de la relation intermaxillaire, puisque j'ai fait des moulages. Et je vais chercher sous électromyographe eh bien, la position intermaxillaire qui va me permettre de trouver un équilibre. Vas-y, suite. Donc, on voit là l'examen tout à gauche, bah, c'est l'examen initial. Alors, vous voyez, c'est en septembre 2024. Vous voyez que suite à la mise en place de la gouttière, on a un changement du rapport. Là, on arrive à renormaliser à peu près, surtout sur le troisième diagramme. Alors, on a encore des petites flèches parce que, comme disait Romain, même si j'ai mis une gouttière, la fonction et la confiance par rapport à la douleur chez certains patients va prendre du temps. Donc, en fait, le patient devrait presque même mastiquer avec une gouttière pour qu'il n'y ait pas deux schémas fonctionnels, un schéma de relation intermaxillaire avec une gouttière et un schéma fonctionnel sans la gouttière. Donc là, il y a des situations maintenant où on a dans l'évolution intermédiaire, c'est de mettre une gouttière avec des engrainements pour que
on se rapproche d'une situation occlusale normale avant la reprise du traitement de l'orthodontie. L'objectif, c'est vraiment de retrouver la mobilité, la mobilité, la mobilité. Alors, suite, on voit petit à petit que les fonctions d'équilibre statique s'opèrent, où on a presque les 4 camemberts entre le septembre 2024 et le mois de janvier 2025. Vous voyez que c'est quand même assez rapide, où cet équilibre antéro-postérieur et la symétrisation arrivent. On a encore une fonction massétérine à droite qui, sur le dernier diagramme, qui montre encore une fonction un peu importante. Mais ça, on va arriver à le réguler sur les réglages de gouttière. Voilà, merci Romain. Et il y a un élément qui va être cher à Alexandro Nanoussi, c'est un petit clin d'œil que je lui fais. Vas-y, diapo suivante. Donc, on voit qu'on a dans l'interrogation, dans les commentaires qu'on peut mettre, parce qu'on voit surtout que la patiente est constamment en train de rechercher une occlusion de stabilité. Et c'est cette instabilité qui lui crée ces douleurs. Et elle confirme, parce que c'est important d'avoir le ressenti patient, qu'elle manque d'activité au niveau de la symétrisation de ses masséters. Et qu'elle est effectivement à gauche, il est très douloureux. Et ce qui confirme la palpation aussi, vous avez vu qu'il y avait surtout des masséters qui sont actifs. Et quand on palpe à la main, quand on veut aller rechercher l'activité, on voit aussi que les temporaux sont difficiles à trouver. Alors, ce qui est important quand même à rechercher quand on veut placer les électrodes, des fois, il faut vraiment faire attention, il faut être très fin sur le palpé pour aller comprendre comment le temporal antérieur, pour arriver à le localiser, pour poser correctement les électrodes. Suivant. Alors là, on voit que la patiente retrouve petit à petit son équilibre avec la gouttière, puis c'est surtout la finalisation. Alors, la finalisation avec des petites des stimulations. Mets-moi la diapo. Voilà. Vous allez voir sur la gouttière, on a mis des petits incréments au niveau des canines, parce que ce qu'on veut, c'est régler les AFMP et petit à petit rééduquer le patient sur l'impact antérieur qui était déficitaire dans sa situation initiale. Donc après, une fois que le patient est réglé comme ça, eh bien, on réoriente ce patient vers un orthodontiste qui fait de l'orthodontie neuromusculaire pour pouvoir finaliser le traitement par de l'orthodontie fonctionnelle. Alors, ces petits impacts qu'on met, vous voyez, au début avec les canines, c'est parce que on ne l'a pas toujours accepté ou construit par le laboratoire quand on envoie nos consignes de fabrication, et qu'il est parfois important directement en clinique de faire ces rajouts parce que c'est plus facile d'aller régler les AFMP directement par ces ajouts de composite. Voilà. On doit pouvoir aller à la suite. Donc, pour ce qui est de cette présentation simple de la relation qu'on peut avoir entre l'occluso et les dysfonctions temporomandibulaires, il était important dans notre présentation d'argumenter sur le rôle d'une orthodontie réfléchie et basée sur la fonctionnalité et l'activité normalisée des muscles qui sont la base de la fonction de la mastication. Merci beaucoup, docteur Gérante, et merci beaucoup, docteur Depapé. C'était très clair. On va répondre à vos questions, donc c'est le moment de les poser. J'ai vu qu'on avait déjà 2 petites questions, donc on va les lire ensemble. De ce que j'ai pu voir, c'était une question pour vous, docteur Gérante, donc je vais simplement la lire, j'arrive tout de suite. OK. Bonjour, vous parlez de reprogrammation posturale en traitement initial. De quoi s'agit-il exactement? Et comment, enfin, c'est une question en deux, je vous la lis, peut-être que vous allez répondre aux deux en même temps.
Oui. Comment vous trouvez la position thérapeutique mandibulaire avec titane? OK. Alors, ce que c'est que la reprogrammation neuromotrice, c'est une approche thérapeutique qui va faire appel à l'imagerie mentale, à la mise du patient en mode alpha, c'est-à-dire en mode préméditation, par une machine qui s'appelle une alpha box et qui va permettre, grâce à de la visualisation et de la sensation proprioceptive, euh, les patients de pouvoir, avec l'aide d'un thérapeute, d'effacer le schéma fonctionnel altéré, entre guillemets, et puis remettre en place par l'imagerie mentale un schéma fonctionnel normalisé grâce à la neuroplasticité du cerveau. Alors, je vous invite à aller sur le site Aliane, A2LYANE, pour voir ce qui est proposé, et parce que je ne peux pas malheureusement développer ça aujourd'hui d'une manière plus longue. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire, mais je pense que dans les historiques de chez Tissan, il y avait une présentation qu'on avait faite avec Franck Rémilieu, qui est ostéopathe et formateur chez Aliane, avec qui on a développé les techniques de reprogrammation neuromotrice pour la déglutition, pour la posture, pour la cinématique d'ouverture et fermeture quand il y a des altérations. Et puis maintenant, on arrive à reprogrammer même la fonction masticatoire. Donc voilà, ça c'est notre topic de recherche, mais c'est très complémentaire avec ce que fait Romain grâce à ses stimulants avec les impacts avec ses cales. Et nous, on va associer ça avec une reprogrammation centrale. Donc en fait, tout est complémentaire. Et comment je fais pour rechercher? Déjà, ça c'est pour répondre à la question numéro 2. Vous avez vu que chez cette jeune patiente, j'ai mis de la résine dans la relation, enfin dans la recherche de ma relation intermaxillaire. Là, j'ai choisi volontairement de la résine qui va durcir. Donc la patiente va pouvoir de nouveau resserrer sur la résine qui est mise en interposition. Vous pouvez utiliser des cales antérieures, des cales postérieures, et vous les testez systématiquement, puis après vous les rectifiez, sachant que pour les patients, il y a une réactivité musculaire vraiment sur des variables de quelques microns. Alors, c'est pour ça que moi, je passe beaucoup par des cales amovibles que je vais régler progressivement jusqu'à ce que j'obtienne un schéma sous le Tissan où j'ai mes 4 cadrans qui sont en activité, en intensité égale. Et à partir de ce moment-là, je valide et je fais fabriquer la gouttière avec ces cales. J'espère que j'ai répondu assez clairement à la demande de la question numéro 2. Merci, docteur Gérante. On va voir si on nous répond. Entre-temps, il y a eu d'autres questions et donc je suppose que c'est peut-être pour tous les deux, mais sur les occlusions croisées, est-ce qu'on peut voir des améliorations aussi importantes? Il y a aussi dans votre diagramme de correspondant entre praticiens, on ne voit pas le terme ostéopathe, or vous semblez travailler avec beaucoup d'ostéos dans vos cas cliniques. Oui. Alors, c'est une liste qui est non exhaustive. ouais. On travaille avec des psys, on travaille avec on peut même travailler avec des endocrinos, on peut travailler avec on travaille avec beaucoup de monde, mais on ne travaille pas avec tout le monde tout le temps. Alors, en gros, l'idée, c'est de se connaître mutuellement. Et effectivement, souvent en programmation neuromotrice, on travaille avec des ostéopathes, ça peut être aussi les kinés qui le font. Mais c'est une liste non exhaustive qui est amenée à grandir. Là, par exemple, on a intégré un podologue, on va intégrer une podologue prochainement, le 23 juin, dans notre cercle à Strasbourg. Vous voyez,
on apprend à chaque fois en faisant des réunions disciplinaires et en apprenant à se connaître. Mm. Je connais certains participants que je vois, je connais certains noms. Et je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui serait certainement content de savoir si vous travaillez aussi beaucoup avec les orthophonistes. Est-ce que est-ce que le Titane aussi vous aide dans la communication entre orthophonistes et chirurgien dentiste ou Alors, ortho? Alors oui, énormément, mais ce truc, c'est qu'il faut savoir adresser au bon moment. C'est-à-dire que si vous voulez, si on n'a pas redonné un cadre de rééducation correct, si on n'a pas redonné en fait cette proprioception et qu'on n'a pas corrigé l'orientation du plan d'occlusion, un rééducateur, qu'il soit orthophoniste ou kiné, va avoir un échec parce il va pas pouvoir automatiser, il va pouvoir conscientiser le patient, il ne va pas pouvoir l'automatiser dû à cette non-proprioception dans la dynamique. Donc, à nous, orthodontistes ou occlusodontistes ou chirurgiens dentistes, de redonner un cadre de rééducation avec cette proprioception fonctionnelle, de telle sorte qu'après, on puisse travailler en rééducation avec quelqu'un qui travaille avec nous. Et c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour éviter d'avoir 10, 20, 30, 40, 50 séances qui, au final, apporte pas un résultat ni probant et ça ne plaît pas ni au rééducateur, ni au patient, ni au correspondant qui a envoyé. Et ça, c'est envoyer la patate chaude. Et ça, c'est tout l'intérêt de créer un réseau de soins, c'est de se connaître, c'est se connaître et savoir bien adresser. C'est pas juste adresser parce que je sais pas faire et que j'envoie à mon copain pour qu'il se dépatouille. C'est juste, en gros, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour qu'il puisse y arriver et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour que moi je puisse bosser. Voilà, ça c'est primordial dans une création de réseau de soins, c'est d'apprendre à se connaître, de casser des dogmes en fait et se dire, bah, tiens, on travaille de la même manière, mais peut-être pas avec le même prisme. Et peut-être que si on oriente différemment notre vision, et ben en fait, on va se retrouver. Et ça, ça prend du temps, c'est passionnant. Ça fait maintenant 11 ans, 11 ans que je travaille là-dedans et je vous invite à faire parce que c'est vraiment génial. Merci pour votre réponse. Alors, oui, j'allais dire aussi qu'on ne voyait pas de podologue, donc vous avez confirmé que ça arrive. Et on nous remercie pour la question sur l'orthodontie et on valide votre explication. Est-ce que vous arrivez à corriger les occlusions croisées sans chirurgie maxillaire? Je pense que c'est très vague comme question. En fait, je viens, comme je le dis à chaque fois sur toutes mes présentations et mes cours, envoyez-moi vos latéralités, je vous dirai comment traiter. En gros, j'apprends à comprendre l'orientation du plan d'occlusion et si je peux la corriger de manière fonctionnelle et orthodontique, bah, je peux. Et si l'orientation du plan d'occlusion est trop pathologique ou trop mal orientée et que je prends trop tard, à ce moment-là, je serais peut-être amené à travailler avec des vis d'ancrage ou la chirurgie. Mais c'est vraiment cette lecture dynamique. Et aujourd'hui, bah, avec cet équilibre neuromusculaire qui vont se corréler, en fait, qui vont permettre de répondre à ça. Mais voilà, sans dynamique, sans mouvement, je ne sais pas répondre. Voilà, moi j'espère qu'on a répondu à vos questions. Je vais attendre encore une petite minute pour savoir s'il y en a d'autres. En tout cas, en attendant, j'espère que ce webinaire vous a plu. Vraiment, je vous remercie tous les deux, Dr Gérante et Dr Dupapé, d'avoir pu vraiment rendre concret et clinique l'utilisation du titane. Je vous invite tous à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, par exemple, TitaneFR. On a créé spécialement pour vous, la communauté française et francophone, les réseaux sociaux français où vous voyez toute l'actualité online ou en direct de Titane France. On a une autre question. Bonjour, merci pour votre présentation. Je n'ai pas pu voir le début de la conférence. Sera-t-elle disponible en replay? Oui, bien sûr.
Vous allez la recevoir automatiquement dans les prochains jours dans votre boîte mail avec laquelle vous vous êtes inscrit. Vous pourrez revoir aussi l'ensemble donc, des webinaires qui ont été déjà faits dans le passé sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez me contacter par email ou par SMS sans souci. Je vous enverrai le lien pour revoir tous les autres sujets qui ont été abordés sur la Titan Academy France. On organise à peu près un webinaire par mois, on essaie en tout cas, avec la communauté de docteurs et de professionnels de santé, parce qu'on a aussi des ostéopathes et des kinés qui sont équipés. Donc, on essaye au maximum de vous apporter du contenu clinique tous les mois. Et c'est pour ça que je vous invite à nous suivre soit LinkedIn, Instagram ou Facebook, où vous avez voilà, à chaque fois les webinaires qui sont publiés tous les mois. Si on n'a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Remercier à nouveau le docteur Gérante, merci, qui est connecté de Lyon. Si vous avez après, pour peut-être les personnes qui n'auraient pas osé poser vos questions, vous pouvez me les envoyer en privé et je demanderai au docteur peut-être d'y répondre s'ils sont d'accord. Et merci beaucoup au docteur de Papier aussi de m'avoir accueilli dans son cabinet ce soir. Et je vous dis à très bientôt. Excellente soirée à tous et merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir.